Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on vit une période, donc c'est un ressenti personnel, ce n'est que subjectif, hein, Oui. rien de généralité, où on a le plus d'éveil en fait. Si, bien sûr. Voilà. Bah, c'est même pas une impression. Quand je vois tout ce qui arrive, les patients qui arrivent vraiment avec alors pas seulement parce qu'ils me connaissent à cause de mes vidéos, hein, c'est vraiment des gens qui n'ont jamais vu mes vidéos ou jamais lu mes livres, hein, qui viennent. Il y en a de plus en plus qui vivent des expériences extraordinaires. Il y en a de plus en plus qui font état de synchronicité, de rêves, pas seulement des rêves thérapeutiques, mais des rêves prémonitoires ou des rêves, des grands rêves, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils les mettent en contact avec leur âme ou avec des esprits ou avec des défunts. Ou des gens qui ont des contacts avec des défunts. Il y en a de plus en plus qui me racontent ça, et de manière spontanée. Et je vois autour de moi, le monde est en train de changer. On dit qu'il y a un nouveau paradigme scientifique hein, qui a pour base justement la conscience, qui est antimatérialiste quelque part, qui est de plus en plus écrit dans les livres. Il y a des revues genre Inexploré, il y a des chaînes, des antennes entières dont la vôtre, mais il y en a plein d'autres, hein, Tristria, Lilou, Massé, donc j'en oublie plein, qui font des reportages, des vidéos là-dessus, des interviews. Et grâce à Internet, en fait, c'est un peu la toile d'araignée chamanique qui relie tous les esprits, toutes les consciences. Et grâce à Internet, les petits cerveaux isolés deviennent un grand cerveau, comme dans une fourmilière. Chaque fourmi a des capacités, mais c'est le fonctionnement global de la fourmilière qui produit des choses intelligentes et émergentes. Et puis, je crois que tout ce qu'on a fait laisse des traces. Et quand je dis que les gens qui ont travaillé avec les esprits, ils ont laissé les voies ouvertes et les autres qui arrivent, les nouveaux en profitent pour aller encore plus loin, c'est un peu comme les explorateurs. Les pionniers, ils vont défricher un certain point de la réalité. Et puis ceux qui arrivent derrière, c'est déjà défriché, ils vont donc un peu plus loin grâce à ça, quoi. Donc évidemment, oui. Puis tout le monde dit les vibrations augmentent, etc. Moi, je ne le dis pas comme ça, mais oui. Il y a de plus en plus de temps court entre une intention et la réalisation de l'intention, et pour tout le monde. Donc du coup, il faut vraiment se méfier de ce qu'on demande et de ce qu'on veut, parce que ça peut arriver, quoi, de plus en plus. Il y avait des voies qui étaient balisées, il y avait des chemins, oui. Il fallait suivre, comme tu dis, voilà. Il fallait suivre voilà. tel maître, etc. On a l'impression qu'à l'heure actuelle, les cadres explosent. Oui, se dissolvent. Et que... Et apparaît une spiritualité bien plus directe, bien moins folklorisée par des teintes liées à telle ou telle culture, etc. Ça devient peut-être de plus en plus universel, c'est-à-dire oui. C'est plus réservé à quelqu'un qui habite à telle époque, ça devient quelque chose tout à fait. Qui devient planétaire. Tout à fait. Parler de noosphère, j'adore ce concept de noosphère, qui est l'art de Chardin, et j'ai l'impression que c'est un petit peu en train de se mettre en place à l'heure actuelle. Et ça, je trouve ça vraiment très très intéressant. Ben, c'est logique, de toute façon, puisqu'il y a une mémoire universelle et intemporelle, tout ce qui était fait, non seulement persiste, mais contribue à rentrer en interaction avec tout ce qui est en train d'être fait. Donc c'est comme si l'intelligence augmentait au fur et à mesure. Donc ça a des répercussions sur tous les mondes en rapport avec cette intelligence, sur tous les mondes. Je pense qu'il n'y a pas que nous qui évoluons. Je pense que si sur des exoplanètes, dans le système matériel visible, il y a d'autres civilisations, elles aussi sont en train d'évoluer. Et dans les plans invisibles, ça évolue aussi. C'est-à-dire que c'est pas une partie qui évolue, puis le reste qui évolue pas. Tout se tient. Hein, c'est l'effet aile de papillon, c'est-à-dire les battements d'ailes d'un papillon à Pékin peuvent créer un crash à la bourse à New York. Puis on sent bien maintenant qu'on ne peut plus rester dans son coin, vivre replié sur soi-même. Dès qu'il se passe quelque chose à un bout du monde, donc ça a des répercussions sur l'ensemble de la planète. Donc on sent bien. Et Internet a accéléré ça. Mais c'est la représentation physique, matérielle, de ce qui se passe sur d'autres niveaux à Internet. C'est que la toile devient de plus en plus riche et interactive, et synergique, etc. Internet, c'est pas la noosphère, hein, mais c'est le support matériel. Oui, tout à fait. C'est la matérialisation dans la matérialité de la noosphère, peut-être Internet. On peut voir ça comme ça. Donc en fait, on vit une époque fascinante. Ah oui, bien sûr. On est en train de rentrer dans quelque chose qui... comme si on changeait de monde, on change de paradigme, on change de monde, peut-être qu'on va vers une nouvelle société. Alors, toute la question est de savoir, c'est si on va l'atteindre ou pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a une telle urgence écologique que peut-être il y a une course contre la montre entre Eros et Thanatos, entre la conscience et l'inconscience. Parce qu'il y a une part d'inconscience qui reste. Hein. Moi, ce que j'appelle les argomanes, c'est-à-dire les fous de l'argent et du pouvoir, les oligarques, les 1% qui détiennent la richesse, le pouvoir, ils ne vont pas le céder comme ça. Les énergies pétrolifères, carbonifères, le charbon, le gaz et tout, ils ne vont pas y renoncer. Ils sont assis sur des gisements qui représentent des milliards de dollars.
Enfin, j'exagère, des milliards de milliards, au moins des centaines de milliards de dollars. Donc ces gens-là, c'est les forces de résistance. Hein. Et si jamais ils gagnent, la planète sera quasi détruite ou invivable ou très difficile à vivre. Il y aura des manques d'eau, des manques de nourriture, il y aura des guerres pour ses ressources, il y aura un réchauffement qui est dramatique. Rien que si on a plus 2 degrés de réchauffement à la fin du siècle, ça aura des grosses conséquences, des immigrations massives de réfugiés climatiques, entre autres. Mais si on passe 3 degrés et 4 degrés, alors là, c'est inimaginable. C'est-à-dire tout dérèglement avec les... En France, pour l'instant, il n'y a pas d'ouragan, de tornades et de typhons. Il y en aura peut-être. Des sécheresses, des inondations, des incendies, et tout le tralala, ça va se multiplier, c'est en train de se multiplier. Donc, des maladies tropicales qui vont venir immigrer chez nous aussi. Enfin, c'est pas sûr que... c'est même plus nos petits-enfants, hein, c'est nos enfants déjà qui vont en pâtir, ça c'est sûr. Nous, peut-être pas. Et encore, si on vit encore 30 ans, là, on va en pâtir. Mais nos enfants, sûrs. Moi, j'ai une fille qui va avoir un enfant. À la fois, je suis très content pour elle et pour moi, des grands-pères, c'est la première fois. Mais en même temps, je suis quand même inquiet, quoi. Je me dis, mais dans quel monde, si on n'a pas fait ce qu'il fallait faire, si on n'a pas imposé un diktat, des normes, une régulation aux forces ultralibérales, le capitalisme hyper financiarisé, quoi, on va leur livrer un monde qui est quasiment... Donc tu penses qu'on est vraiment dans une lutte? Ah bah ouais, tout à fait. Moi, ce que j'appelle l'ancien monde. Oui. On sent bien que ce monde est quand même en train de s'essouffler, ce système. Tout à fait. Il cherche à se raccrocher, mais bon, je veux dire, c'est la fin, quoi. Est-ce que vraiment, il n'y a pas d'espoir? Ah bah il y en a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Mais déjà, on dit... agir, parce qu'il ne faut pas se mobiliser. Il faut se mobiliser. Il n'est jamais trop tard. Voilà. Il n'est jamais trop tard. Il est trop... dire c'est fini, on pourrait... Non. Il est trop tard pour que les choses reviennent comme avant. Ça, les gens du GIEC, le groupe d'experts du climat, ou tous les scientifiques qui s'intéressent sont retombés sur les écosystèmes, on ne reviendra pas en arrière. C'est-à-dire qu'on a vraiment perdu quelque chose. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire que le cataclysme ne soit pas trop grand, pour que ça reste à peu près vivable. Ça, on peut le faire. Mais il est déjà trop tard pour revenir en arrière. Ça, c'est important de le savoir. Est-ce que le mot d'ordre, ce ne serait pas de militer pour un monde plus conscient? Eh bien, c'est bien possible. Et pour cela, pour avoir des idées de ce que ça peut représenter, il faut vraiment lire le livre de Bénédicte Maintenant, je crois, je me demande si je ne me trompe pas de terme, 1 million de révolutions tranquilles, ou bien le livre de Cyril Dion, Demain, ou d'autres de Rob Hopkins, sur un monde en transition. Parce que vraiment, il fait état de multiples initiatives citoyennes. C'est le modèle bottom-up. On ne va pas attendre des politiques qui se mobilisent, ça sera trop tard. On ne va pas non plus rester chacun dans notre coin, ça ne sera pas suffisant. Il y a l'échelon intermédiaire, c'est de faire des petites actions collectives. Et il y a plein de gens qui créent des coopératives, qui créent des circuits locaux, qui créent des modèles où il y a le don, le partage, la mutualité, le recyclage, enfin, plein de choses qui font qu'on peut lutter. Et peut-être petit à petit, c'est l'agrégation de ces millions de petites cellules d'autonomie, de résilience, qui vont finalement créer quelque chose que les hommes politiques reconnaîtront et seront bien obligés de valider, ne serait-ce que pour garder leur électorat, parce que c'est ça qui les intéresse malheureusement, à moins qu'on ait une 6e République et des assemblées citoyennes tirées au sort, et là, ça sera beaucoup plus proche de nos besoins, des gilets verts avec les gilets jaunes, etc. Mais s'il n'y a pas cette révolte, presque, si on laisse faire les élites qui sont en place, ça ne se fera pas. Donc, mais heureusement, il y a plein d'initiatives qui sont en train de se faire partout dans le monde, sur tous les continents, et qui ont montré leur efficacité. Donc il faut vraiment lire ces livres, parce que dans ces livres, on peut forcément trouver un truc qu'on a envie de faire. Parce qu'il ne s'agit pas de... Moi, je n'ai pas spécialement d'appétence à aller dans les trucs collectifs et tout, mais à mon niveau, je peux faire quelque chose, si je regarde un de ces exemples, ces multiples exemples, et toi et vous, ça sera autre chose. Et il faut y aller avec une envie, un enthousiasme, un esprit de jeu, parce que si ça devient un devoir, qu'on se met oh là là, ça va être la catastrophe, Archimède, mais j'ai pas envie, ça crée une sorte de passivité, de résignation, voire de dépression existentielle. Donc il y a vraiment, il faut lire. Ouais. On change de modèle, c'est-à-dire qu'il ne faut plus attendre ah ben non. Du haut qu'ils viennent nous sauver. Bon, mais non, on a mis les plus malades à nos têtes. Responsabiliser chaque individu. Les gens qui sont en haut, c'est-à-dire la grande finance, la politique au niveau national ou international, c'est des malades. Ouais. On a mis les pires. Platon le disait, le philosophe Alain plus proche de nous le disait.
c'est des gens qui sont atteints d'une maladie qui est une obsession matérialiste pour le pouvoir ou l'argent. Et qui sont prêts à tout pour le garder et qui n'ont pas grand-chose à faire du bien public et de nous. Alors ils font semblant, c'est des super comédiens. Il y en a même qui avaient comme livre de chevet Machiavel et qui ont fait du théâtre quand ils étaient jeunes et qui sont devenus présidents de la République en 2017. Je ne citerai pas de nom, parce que je ne veux pas faire de politique. Mais c'est des gens qui sont des communicateurs comédiens et même si ce n'est pas le cas, même si on peut imaginer qu'ils y croient, ce qu'ils font, alors c'est vraiment dramatique et dommage. Il y a Cespedes qui a fait une petite vidéo récemment, le philosophe, en disant non, il y a vraiment une aliénation. Les mecs de la République En Marche, enfin, ou des ultralibéraux, peu importe, le problème c'est qu'ils croient que c'est le seul modèle. Ils ne vont même pas chercher à s'intéresser au communisme, même pour le combattre, même pour idée contre idée, essayer de dire non, on a mieux. Non, ça n'existe plus pour eux. There is no alternative, de Tina, quoi, de Margaret Thatcher. Donc pour eux, ils sont dans le bon droit et ils font les bonnes choses. Ils ne se rendent même pas compte que non, c'est pas ce qu'il faut faire, quoi. De bonne foi, peut-être, ça serait le pire, ça serait que de bonne foi, ils fassent ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je préfère que ce soit des cyniques, des arrogants et des méprisants comme certains. Mais bon. Et c'est vrai qu'on assiste, il y a quand même, moi je dirais, une lame de fond, de prise de conscience. Oui. De plus en plus. Ah bah oui. Les citoyens, c'est le troisième pouvoir. Le troisième pouvoir. Il y a trois pouvoirs, politique, financier et citoyen. Chacun agit sur les autres par des processus secrets ou pas secrets, mais il faut en devenir conscient, et il faut devenir conscient de la force des citoyens. C'est ce qui est en train de se passer, hein. Les gilets jaunes, c'est la force des citoyens, avec les qualités et les défauts, mais il y a une intelligence collective qui est en train de se former, et les gens, quand ils sont sur les ronds-points, alors un rond-point c'est très symbolique au niveau chamanique, hein. Rond-point. Et il se passe plein de choses au sein d'un cercle de tambour et avec au centre le malade ou bien le chaman. Il se passe plein de choses. Mais je veux dire, ils sont en train de découvrir une nouvelle... C'est des termes qu'ils emploient, hein. Fraternité. Ils le disent, fraternité. Ils utilisent d'autres termes que j'ai oubliés, mais de nouvelles familles. C'est comme s'ils avaient créé une nouvelle famille. Ils ont créé des liens d'entraide ils sont en train de découvrir l'entraide, quoi, à leur niveau. C'est pour ça, moi, je trouve qu'il est merveilleux, ce mouvement des Gilets jaunes. Et je dis ça, qu'il y ait des casseurs, c'est inévitable. De toute façon, même on ferait une marche pour la paix, il y aurait des casseurs qui en profiteraient pour faire des conneries derrière. Parce qu'il y a des gens, moi j'ai vu pour la Coupe du Monde de football, quand on était arrivé en finale, mais qu'on a perdu à cause de Matarazzi, là, qui avait fait un coup de... Et ben, quand j'étais descendu sur Lyon pour fêter la demi-finale, la victoire en demi-finale, il y avait des casseurs qui étaient venus, qui disaient qu'il y avait une CRS sur ville. Donc, pour le foot, on était en finale. Ils sont capables d'aller casser les choses, donc on ne dit pas que c'est les gilets jaunes. Il y aura toujours des casseurs, mais alors le pouvoir en place est bien content qu'il y ait des casseurs, pour focaliser tout, les journalistes qui sont au service du pouvoir, pour ne faire que ça comme reportage, et ils oublient que les gilets jaunes ont écrit un programme, et on dit qu'ils n'ont aucune revendication sérieuse, ou que ça va un peu n'importe où. Non, non, c'est très centré sur les inégalités sociales, et le manque de redistribution des richesses, qui est essentiel, parce que s'il n'y a pas d'égalité, il y a un manque de confiance, et s'il y a un manque de confiance, eh ben, on ne peut pas créer une société solidaire. Donc c'est pas possible, c'était montré, hein. Il y a des gens comme Atkinson ou Wilkinson qui ont montré que là où il y avait des inégalités, il y avait une santé moindre des habitants, qu'il y avait l'obésité, même des trucs médicaux, quoi. On a plus de criminalité, enfin, etc. chances de s'en sortir en coopérant. Ah ben c'est évident. Ça, alors il y a... la compétition. Non. La compétition. Mais ouais, mais ça c'est complètement faux. Il y a plein de gens qui l'ont montré. Il y avait Kropotkin qui est certes connu comme étant un anarchiste, mais qui est surtout un géographe et puis un éthologue, un spécialiste du comportement animal, qui a parcouru le monde. Il a montré que les sociétés animales et aussi primitives chez les humains, qui avaient le moins de compétition et le plus de coopération, c'est celles qui survivaient le mieux. À l'échelle collective, c'est pas le plus fort et l'homme est un loup pour l'homme. C'est ceux qui coopèrent et qui s'entraident le plus qui vont le mieux survivre. Pablo Servigné a écrit un livre qui s'appelle L'entraide, une nouvelle loi de la jungle. Et il montre que c'est beaucoup plus fonctionnel d'être dans l'entraide que dans la compétition, parce que la compétition crée plein d'effets secondaires négatifs que ne crée pas la coopération. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur le chamanisme, parce que bon, c'est vrai que c'est un domaine peut-être que les gens ne connaissent pas forcément très bien. Toi, alors, parce que bon, le chamanisme, en fait, c'est quelque chose qui est très ancien, oui. qui remonte, le mot chaman, en fait, ça désignait les sorciers de Sibérie à l'origine, c'est ça? Oh, les sorciers, les médecins, les maires, parce que quelque part, ils avaient multiples rôles dans la société dans laquelle ils étaient. C'était des sages, comme chez les Indiens, c'était les conseils de sages. C'était pas seulement un chaman, mais c'était tous les anciens qui, avec leur... En quoi le chamanisme peut nous apporter quelque chose aujourd'hui, homme du XXIe siècle? Comment est-ce qu'on peut, par exemple... Il peut nous amener une chose.
Le chamanisme, c'est de voir qu'on n'est pas tout seul dans l'univers et que ce n'est pas seulement le monde visible qui existe, il y a d'autres mondes invisibles. Et ces mondes invisibles contiennent de l'énergie et de l'information qu'on peut connecter et utiliser dans notre vie dans le monde actuel. Et quand tu fais le chamanisme, tu vois qu'il y a des synchronicités incroyables qui ne peuvent pas s'expliquer. Je te donne 2 de synchronicité, pour donner un exemple. Une fois, je sais plus, j'hésitais entre aller prendre l'ayahuasca en Suisse, parce que c'est légal en Suisse de prendre l'ayahuasca, et puis il y a un stage de yoga nidra. Parce que j'avais fait une formation de yoga nidra, le gars du rêve et de l'éveil, enfin bref. Et je ne savais pas du tout. Alors j'ai fait un voyage chamanique pour demander à mon animal de pouvoir, j'ai pas eu de réponse sur le moment, mais je savais que j'en aurais une. Je sors de chez moi, il y a une voiture qui passe devant moi, il y a marqué Aya, A-Y-A, sur la plaque d'immatriculation. J'ai jamais vu ça, hein, j'ai su qu'il fallait que j'aille faire l'ayahuasca, quoi. Ou une autre fois, par exemple, quand j'étais justement cette formation sur 3 ans franco-alémanique de chamanisme, il y avait un exercice où il fallait contacter un nouvel esprit du monde d'en haut. Et moi, j'étais tombé sur Ganesh. Bon, Ganesh, c'est pas typiquement chamanique, hein, c'est un peu hindouiste, hein, quand même. Enfin, bon. Mais là-bas, ils s'en foutent, les esprits. Ils n'ont pas de frontières. C'est nous qui leur mettons des. Toi, t'appartiens à l'hindouiste, au chamanisme, mais eux, ils vivent, tout simplement. Alors, voilà, d'accord. Puis c'était fort, hein, au tambour, tout. Je le sentais bien, ce Ganesh. Hein, Au repas de midi, est arrivé, c'était le matin, donc au repas du midi, est arrivée la carte, et sur la carte, et c'est arrivé une seule fois dans ma vie, il y avait marqué au repas Penne, donc c'est des pâtes, Ganesh. Ah oui. J'ai gardé le truc parce que je me suis dit, j'ai jamais vu Penne Ganesh, t'as déjà vu, toi, t'as déjà vu dans le restaurant Penne Ganesh? Et le chamanisme, il t'amène à y croire à ces phénomènes. En fait, c'est bien parce qu'en tout cas, ça t'amène à prendre conscience que ça existe bel et bien. C'est pas du folklore, de ce qu'on appelle wishful thinking, les Anglais, c'est-à-dire... Le chaman, c'est un peu, je dirais, le pont entre le monde des esprits, le ciel et puis la terre. Oui, et puis ça t'amène à... Oui, voilà, le chamanisme, ça t'amène aussi, très important pour les oligarques qui pillent, qui exploitent la terre, qui la souillent, qui la détruisent, ça t'amène au contact de la bonté, de l'intelligence du vivant, quoi, qui est tout content de coopérer avec toi. Si tu te promènes dans une forêt en état chamanique de conscience, tu vois que les plantes, elles s'inclinent vers toi, elles ont envie de te toucher, elles ont envie de te parler. C'est bien mieux que dans le métro parisien, quoi, je veux dire, où tu as plein de gens fatigués, énervés, excités, perturbés, alors que là, tu ressens... les Japonais, ils ont inventé le bain de forêt. Et ils ont découvert que ça faisait diminuer la tension artérielle, ça augmente l'immunité, ça peut traiter certains aspects anxio-dépressifs, les bains de forêt. Et ça ne m'étonne pas du tout, c'est chamanique, ça.